Salut les jouvenceuses. J'ai une question. Et si on n'était pas faite pour manger des céréales? Et si on n'était pas fait pour manger des céréales? C'est peut-être une vérité qui dérange, mais si on suit les lois profondes de la nature, les céréales ne sont pas faites pour être mangées, ni par toi, ni par moi, ni par aucun animal en fait. En réalité, la graine, c'est la vie en dormance. Et ça, je l'ai compris le jour où je suis devenue le monstre de mer que je suis. La graine, c'est la vie en dormance, ou l'expression de l'extension maternelle ultime, tenue dans un souffle, une petite capsule atemporelle de silence qui porte en elle l'entière promesse du végétal. Il y a dans cette force maternelle quelque chose d'immense, quelque chose d'instinctif, un pouvoir qui défie toute logique, un pouvoir qui existe pour une seule chose, préserver la vie, maintenir l'intégrité parfaite de ce qui a été mis au monde. Et c'est là que j'ai commencé à voir les graines autrement. Parce qu'en réalité, les graines sont exactement cela. L'expression la plus pure de l'amour d'une mère pour sa descendance. Elles donnent à leurs futurs enfants toutes les clés pour survivre sans elles. Elles anticipent, on connaît bien ça en tant que mère, elles protègent, elles bénissent, même face au danger, même face à l'animal qui les avale, c'est une chose, mais qui les croque par erreur, c'en est une autre. Elles traversent le système digestif sans s'abîmer, sans se blesser. Comme si la plante mère murmurait « Va, traverse l'épreuve, renaît plus loin ». Et lorsque ces graines sont mangées sans discernement, c'est-à-dire vraiment croquées, elles libèrent une sensation d'amertume, une petite peine brûlante en quelque sorte, une gêne digestive, un signal inoubliable, fait pour empêcher l'animal de recommencer. Ce n'est pas une vengeance, ce n'est pas une punition, c'est une protection, un acte ultime d'amour. Comme si Mère Nature avait tout prévu dans sa sagesse, sa douceur, parfois sévère, dans cette intelligence ancienne qui nous dépasse. Et quand on observe ces gestes silencieux, on comprend quelque chose de fondamental. Le vivant, dans son essence la plus simple, est un poème. Un poème de protection, d'amour, de transmission. Mère Nature a tout prévu, c'est son futur, sa continuité. Elle n'a aucun intérêt à être mangée, et encore moins à devenir un aliment quotidien pour les humains. À mon sens, c'est le grand malentendu alimentaire de ce siècle. Alors oui, dans une poêlée rustique accompagnée de racines anciennes, topinambour, carottes panées, pommes de terre, de protéines animales, de quelques feuilles, blettes, épinards, même quelques baies rouges. Oui, une poignée de grains sauvages peut avoir sa place, bien entendu. Mais 3 fois par jour, sous forme de pain, sous forme de pâtes, de riz, que sais-je, de céréales soufflées, de légumes, légumineuses, en purée, des galettes, des farines. Non, non, le corps n'est pas équipé pour ça. La nature ne plaisante pas, jamais. Les graines céréalières, les légumineuses, les oléagineux, protègent leur potentiel de vie. Elles sont enveloppées dans une coque coriace
Elles sont chargées de substances défensives conçues pour repousser les prédateurs. Les humains y compris, hein. Elles contiennent des antinutriments, comme l'acide phytique, des oxalates, des lectines, hautement indigestes, des substances irritantes digestives, des bloqueurs d'assimilation de minéraux, parfois même de l'arsenic, du cyanure dans certaines variétés, et souvent un surplus de sucre et une très faible quantité protéique. Ce sont des graines et pas des super-aliments. Et pourtant, on les broie, on les raffine, on en extrait de l'huile instable, on les chauffe à haute température et on appelle ça équilibré. En fait, quand on fait tremper une graine, quand on la laisse germer, ça devient un plantule, une petite plante. On réveille ses propres enzymes, elle commence à utiliser ses réserves, l'acide phytique se dégrade en grande partie, certains inhibiteurs diminuent, les vitamines augmentent, la graine renonce peu à peu à sa défense en quelque sorte. Elle accepte de devenir nourriture. Mais si ce travail n'est pas fait, elle traverse son système digestif sans l'abîmer, sans se blesser, parce qu'elle doit survivre. Et lorsque ces graines sont mangées, sans discernement, elles libèrent une sensation amère. Je vais t'expliquer pourquoi le corps humain n'a jamais été équipé pour consommer les graines comme base alimentaire quotidienne. Le corps n'est pas équipé pour ça. Il n'est pas équipé pour consommer des céréales au quotidien. Pas sous cette forme en fait. Pas à cette fréquence surtout. Et pas comme base alimentaire. On a fondé notre civilisation sur la monoculture céréalière. En fait, biologiquement, le corps reconnaît autre chose. Le corps reconnaît vraiment les légumes racines, anciennes, comme le panais, la patate douce, les topinambours, les pommes de terre, les légumes feuilles, les baies sauvages, les protéines animales, les œufs, le poisson gras, les graisses saturées, les graisses animales, stables, naturelles. Aussi des graisses polyinsaturées, essentielles, anti-inflammatoires, comme les oméga 3. De l'eau pure et surtout du repos digestif. Et c'est tout, en fait. De l'air, du mouvement. Le reste, c'est un excès culturel, pas un besoin physiologique. Le résultat, notre alimentation est devenue anti-humaine. On mange trop déjà, trop souvent, trop sucré, trop raffiné. On mange ce que la nature n'a jamais conçu pour être mangé en plus. Et ensuite, on s'étonne
que les maladies dites de civilisation nous sont tombées dessus. On s'étonne d'être ballonné, fatigué, instable. Mais en fait, ce n'est pas une fatalité. Ton corps, il se souvient, grâce à des schémas établis, depuis des millénaires, il peut revenir à son état de puissance dès qu'on arrête de l'empoisonner, doucement. Alors oui, grâce au principe d'Hormèse, le corps s'adapte, il compense face aux toxiques, aux excès, aux erreurs répétées. Mais au bout de plusieurs dizaines d'années, le système fatigue, il s'abîme, il surcharge et les problématiques prennent place. On va entrer dans le cœur du mécanisme. Le gluten, la gliadine, et pourquoi ils peuvent devenir néfastes pour le système digestif, le système immunitaire et le terrain global. Qu'est-ce que le gluten et la gliadine? Qu'est-ce que le gluten? C'est un mélange de deux grandes familles de protéines, les gluténines et les gliadines. On les retrouve principalement dans certaines céréales, le blé, bien connu, l'orge, le seigle. Ces protéines ont une fonction précise dans la plante. Elles donnent de l'élasticité, on a bien compris, de la tenue, de la résistance. Elles permettent à la pâte de lever, de s'étirer, de se structurer, et c'est exactement pour ça que l'industrie agroalimentaire les adore. Mais ce qui est un avantage pour la fabrication industrielle ne l'est pas forcément pour la physiologie humaine ou animale. Lorsqu'on le digère, en fait la digestion du gluten et plus précisément de la gliadine, il se forme des fragments en fait spécifiques, c'est des peptides courtes, parmi eux on appelle ces molécules les exorphines du gluten. C'est des peptides qui ont une structure particulière, une structure qui vont leur permettre de se fixer sur des récepteurs opioïdes du corps humain. Oui, oui, opioïdes, qui vient d'opium. Les mêmes récepteurs que ceux activés par certaines substances morphiniques. Autrement dit, ces peptides alimentaires peuvent agir dans le corps comme des morphines alimentaires. Pas de manière spectaculaire, bien entendu, pas comme une drogue dure, mais suffisamment pour modifier le comportement alimentaire, la sensation de bien-être et la perception du confort digestif. La perception du confort, pas le réel confort. Chaque fois que tu consommes des produits très riches en gluten, comme le pain, les pâtes, les pâtisseries, tout ce qui est issu de boulangerie, les produits céréaliers modernes en fait, ton corps peut ressentir une forme d'apaisement temporaire, un soulagement fugace, un signal chimique qui pousse à nouveau à consommer. Mais en réalité, ce signal n'est pas un besoin, ce n'est pas une fin réelle, c'est un circuit de récompense. Et ce mécanisme est encore plus puissant dans un contexte de digestion altérée. C'est le cercle vicieux, quoi. Donc, un intestin déjà enflammé, un intestin dit poreux, ou un système immunitaire surchargé,
Dans ces cas-là, le terrain devient encore plus réceptif. On va voir pourquoi. Ces mécanismes peuvent rendre le gluten addictif et comment cette boucle s'installe silencieusement dans le corps. Qu'est-ce que le gluten et la gliadine ? Plus la muqueuse intestinale est enflammée et inflammée, plus ce phénomène est amplifié. Dans un intestin fragilisé, ces peptides peuvent traverser plus facilement la barrière intestinale. D'ailleurs, ces mêmes peptides irritent cette barrière pour ensuite plus facilement pénétrer. Donc c'est juste une cause. Non, ça pas du tout. On va détailler précisément pourquoi ce mécanisme peut créer une dépendance et comment cette boucle s'installe. Progressivement, bien entendu. Dans le corps et le cerveau, pourquoi cela rend les céréales et les gluten addictifs? Ce qui rend les céréales, et en particulier le gluten, si difficile à arrêter, ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de discipline, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un mécanisme biologique précis. Lorsque les exorphines issues du gluten se fixent sur les récepteurs opioïdes du corps, elles envoient au cerveau un message particulier, un message de sécurité, de bien-être, un message de réconfort. Un message de calme temporaire. Le corps, lui, il interprète ce signal comme quelque chose de bénéfique. Même si, en arrière-plan, l'inflammation augmente, même si la digestion ralentit, même si le système immunitaire s'active, le cerveau, lui, il retient une chose. Ça me fait du bien, en fait. C'est exactement ainsi que se met en place la boucle, le cercle vicieux. On consomme un aliment riche
en gluten, gliadine. On ressent un soulagement, une détente, oui, oui, hein. Parfois même une légère euphorie. Puis, quelques heures plus tard, la fatigue revient, le brouillard mental, la digestion devient lourde. On ballonne, on gonfle. Et inconsciemment, le cerveau cherche à retrouver la sensation première, précédente. Il réclame, en fait, il pousse, il influence les choix alimentaires. Comme on l'a vu tout à l'heure avec donc, le sucre et le candidat albicans. Et donc, on voit aussi que dans les céréales qui contiennent du gluten, il y a également du sucre. Donc, c'est un double effet addictif. Et le corps n'a pas besoin de ce nutriment. Mais parce qu'il veut réactiver le signal opioïde, il nous pousse toujours plus. Et plus cette boucle est répétée, plus elle s'ancre. Et plus elle est difficile à identifier, elle se cache derrière des habitudes culturelles normalisées. Et plus elle est difficile à identifier, en plus, elle est difficile à identifier, car elle se cache derrière certaines habitudes culturelles, alimentaires, normalisées, comme le petit déjeuner à la française, ou les pâtes à l'italienne, enfin des choses comme ça, qui sont arrivées dans ce siècle en fait, qui se sont surtout ancrées dans ce siècle. Les céréales, toutes ces farines, toutes ces légumineuses, on appelle ça équilibré. Un plat de lentilles, etc. Mais pour le système nerveux, c'est une stimulation continue. Les céréales tout au long de la journée, du matin au soir, on appelle ça équilibré, associé à des légumineuses. Mais pour le système nerveux, c'est une stimulation continue en fait. Un va-et-vient constant entre apaisement artificiel et inflammation silencieuse. Dans un intestin sain, c'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux, hein, ce phénomène peut rester limité. Mais dans un intestin déjà abîmé, fragilisé, irrité, perméable, eh bien, cette inflammation peut devenir chronique, créer un terrain dysbiotique, de la dysbiose, un déséquilibre du microbiote. Eh bien, ces peptides, elles passent plus facilement et entrent dans la circulation sanguine. Ils atteignent plus facilement également le cerveau. Et en fait, tous les organes du corps. Le signal est amplifié. Et c'est pour cette raison que certaines personnes
en fait, ressentent une difficulté à réduire ou à arrêter même le gluten. Le pain, pour certains, c'est vraiment presque une religion. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un terrain inflammatoire réactif. Et en fait, tant que cette boucle n'est pas comprise, on peut se battre contre soi-même. Perdre confiance en soi, etc. Pendant des années. Changer de régime, changer de méthode, prendre de l'allopathie, des médicaments, changer de croyance, sans jamais toucher au vrai mécanisme. Comprendre cela change radicalement la relation à l'alimentation. Parce que, en fait, tout à coup, il n'y a plus de jugement. Il y a de la lucidité. Et avec ce nouveau regard, vient le pouvoir du choix. C'est ça, en fait. Maintenant, les œillères sont tombées, vous savez. Et nous allons voir les conséquences directes de cette inflammation chronique, silencieuse. L'influence directe sur le métabolisme, sur les hormones et sur le poids. L'inflammation hormonale et métabolique. Quand l'inflammation devient chronique, récurrente, elle ne reste jamais localisée. Elle ne reste pas seulement au niveau de l'intestin, car c'est dans l'intestin que tout commence. Hippocrate le disait déjà à son époque. Mais là, elle se diffuse progressivement par la circulation sanguine et la porosité intestinale. Elle devient systématique. Une muqueuse intestinale enflammée ou inflammée ne remplit plus correctement son rôle. Elle ne filtre plus comme elle le devrait. Vous vous souvenez, la phénétamine qui devient une passoire. Elle ne protège plus comme avant. C'est une barrière avant tout. Le tube digestif est en contact avec l'extérieur. Et si elle est irritée aussi, elle ne peut plus absorber correctement les minéraux essentiels. Donc, on commence à rentrer dans des carences. Par exemple, en zinc, en magnésium, en sélénium, en iode, en tout. Et à force, on s'étiole en fait. Car tous les éléments nutritionnels sont indispensables au fonctionnement, notamment hormonal. La thyroïde, par exemple, a besoin de zinc, d'iode, de sélénium, de fer, de vitamine B, de vitamine A, pour produire ses hormones, pour convertir correctement.
la T3, la T4. Quand ces minéraux manquent, la production ralentit. La conversion devient inefficace. Le métabolisme tout entier ralentit. Alors la digestion, l'humeur, le sommeil, on a froid, on est fatigué. Le corps rentre dans un mode de protection, il économise, il ralentit, il stocke. C'est pas par caprice ou par autosabotage, mais c'est parce qu'il perçoit un environnement interne, instable. L'inflammation chronique envoie un message clair au corps. Il dit en gros, ce n'est pas le moment de brûler. Ce n'est pas le moment de dépenser. Ce n'est pas le moment de lâcher. Alors le corps retient. Il retient les graisses, il retient l'eau, il retient l'énergie, le poids augmente ou stagne, la fatigue s'installe, la récupération devient difficile et souvent, la personne fait exactement ce qu'il faut, en fait, ou ce qu'il faudrait. Faire ou pas faire. Elle réduit encore plus. Elle se restreint. Elle diminue son bol alimentaire. Elle coupe, elle supprime, elle contrôle. Mais ce contrôle supplémentaire augmente le stress, le cortisol, donc la rétention, donc alimente l'inflammation. Encore une fois, ce cercle vicieux. La boucle se ferme. Ce n'est pas en fait un problème de calories ou un problème de quantité. C'est pour ça que les régimes sont à proscrire. C'est un problème de terrain inflammatoire. Et tant que l'inflammation persiste, le métabolisme ne peut pas fonctionner de manière optimale. Alors, peu importe les efforts, peu importe la volonté, et tant que cette inflammation est entretenue, essentiellement donc par l'alimentation, par des aliments irritants, inflammatoires, acidifiants, par des céréales mal tolérées, par donc une digestion constamment sollicitée aussi, le corps reste en mode survie. Donc, comprendre cela, c'est vraiment arrêter d'aller contre et de se battre contre son corps. C'est vraiment comprendre
que le corps ne fait jamais contre toi. Il fait pour survivre, en fait. Et nous allons voir comment cette inflammation chronique impacte directement l'immunité et pourquoi tant de personnes se sentent affaiblies. Sont malades à répétition, ont des allergies ou sont épuisées, tout simplement. Car l'inflammation est en relation avec le système immunitaire. En fait, le système immunitaire n'est pas séparé du système digestif. Par exemple, c'est, encore une fois, nos micro-organismes digestifs qui créent 80% de notre système inflammatoire. Non. Il est une extension directe. En réalité, plus de 80% du système immunitaire se situe autour de l'intestin. Notre microbiote crée ce système immunitaire. Cela signifie une chose très simple. Ce que tu manges façonne directement ton microbiote et donc la façon dont ton corps se défend. Et lorsque ta muqueuse intestinale est saine, intacte, que ton microbiote est équilibré, car par exemple, ton microbiote est composé de 200 000 milliards de micro-organismes. C'est plus que tes propres cellules humaines. Donc en fait, on est hébergé chez ces micro-organismes. Donc c'est comme de la science-fiction. Mais c'est pour t'expliquer que ce microbiote et tes intestins sont d'une importance capitale pour ton immunité et ton intégrité, disons, générale. Car quand le microbiote est déséquilibré et donc la muqueuse complètement irritée, fragilisée, encore une fois, elle devient perméable. Et donc, il y a des fragments alimentaires mal digérés, aussi parce que pas bien mastiqués. Il y a aussi, donc ça passe dans la circulation. Il y a des toxines qui passent, des agents pathogènes que tu as respirés de l'extérieur, que tu as avalés. Il y a aussi d'autres molécules inflammatoires, comme aussi disons, déjections de ces micro-organismes qui nous composent, car ce sont des organismes vivants, donc ils font des déchets. Et en fait, ça, normalement, ça devrait être évacué par les selles. Mais si ta barrière intestinale est poreuse, ben ça aussi, ça rentre dans ton sang. Et c'est inapproprié. Et le système immunitaire, il réagit, car il doit réagir. Il se met en alerte. Mais si c'est constant, si la sirène des pompiers est constamment allumée, bon, il y a quelque chose qui devient chronique. Et tu produis des anticorps. Tu libères des cytokines inflammatoires. Tout ça, déjà, ça consomme de l'énergie, car c'est un travail qui épuise ton système, qui reste en vigilance.
Et comme via la circulation sanguine, tout se passe dans l'intégralité, dans l'intégralité plutôt de ton corps. Ce n'est pas une réaction ponctuelle, c'est une sollicitation constante, jour après jour, repas après repas, de manière générale. Ça peut se loger aussi bien dans tes organes que dans tes articulations, que dans ton cerveau, que dans ta thyroïde, dans les glandes, partout. Et comme, voilà, hein, on est tous différents, le patrimoine génétique de chacun va diriger en fait plus ou moins les lieux de faiblesse où l'inflammation va s'installer. L'épigénétique également, c'est-à-dire ton environnement, tes habitudes. Donc c'est pour ça que c'est pas pour tout le monde les mêmes symptômes. Les symptômes sont nos propres baromètres. Certaines personnes vont développer des allergies alimentaires ou des intolérances multiples, des réactions cutanées, de l'eczéma, du psoriasis, ou même des migraines, toutes sortes de troubles inflammatoires chroniques. D'autres vont tomber malades régulièrement. Certaines vont avoir constamment des sinusites à répétition. Ou tout simplement une fatigue persistante. Et non pas parce que leur immunité est faible, mais en fait, c'est plus subtil que ça. C'est parce qu'elle est constamment, en fait, occupée ailleurs. On ne peut pas être au four et au moulin, comme on dit. En fait, le système immunitaire est toujours sollicité. Et il ne peut pas tout faire. Donc, il doit choisir, en fait, ses batailles. Tout simplement. Et lorsqu'il passe tout son temps à gérer justement toutes ces toxines partout dans le corps, à gérer cette inflammation digestive, eh bien tout simplement, il n'a plus assez de soldats quelque part pour assurer la protection optimale contre des virus ou des bactéries. Et c'est pour cette raison que tant de personnes présentent à la fois des troubles digestifs ou des inflammations chroniques multiples. En plus de ça, comme on a vu également une fatigue profonde, ils n'arrivent pas à récupérer. Donc voilà, hein, l'immunité instable. En fait, ce n'est pas un hasard. C'est une conséquence logique.
C'est une conséquence logique d'un terrain inflammatoire installé. Et tant que ce terrain n'est pas apaisé, mis en lumière, aucun complément, aucune cure miracle, aucun stimulant ne peut réellement aucun complément, aucune cure miracle, aucun stimulant immunitaire ne peut réellement fonctionner. Parce qu'en fait, le système est déjà épuisé, carencé, inflammé. On commence déjà par le soulager. Nous allons voir comment cette inflammation chronique comment cette inflammation chronique impacte directement le cerveau, le mental, la clarté cognitive et l'état émotionnel. En fait, le cerveau est un organe extrêmement sensible à l'état inflammatoire. Quand l'inflammation est générée dans les intestins puis dans le corps, elle arrive irrémédiablement au cerveau. Car oui, il est protégé par une barrière spécifique, la barrière hémato-encéphalique, mais même si son rôle est d'empêcher les éléments, les substances toxiques, pathogènes, indésirables de passer et d'atteindre le tissu cérébral, en fait, lorsque l'inflammation devient chronique, en fait, quand l'inflammation devient chronique, cette barrière se fragilise. En fait, comme la barrière intestinale. Nous l'avons vu précédemment, avec donc le problème lié au sucre. Les molécules inflammatoires, notamment les cytokines, circulent partout dans le sang et peuvent tout simplement atteindre le cerveau. Même des fragments protéiques, donc de protéines, toutes sortes de toxines en fait, pénètrent dans le cerveau. Donc le cerveau y réagit, la transmission nerveuse ralentit, la clarté diminue, la concentration devient plus difficile, la mémoire immédiate se trouble. C'est ce que beaucoup décrivent d'ailleurs. C'est communément appelé le brouillard mental. Une difficulté à réfléchir clairement, on cherche ses mots, on a une lourdeur dans la tête, une fatigue cognitive constante.
Ce n'est pas un manque d'intelligence soudain, ce n'est pas un manque de motivation, ce n'est pas un défaut personnel, c'est une réaction inflammatoire devenue cérébrale. Le cerveau, face à l'inflammation, se met en mode économie. Il réduit certaines fonctions, aussi pour se protéger. Il privilégie la survie au détriment de la performance, de la réactivité. Pour cette raison, c'est pour cette raison que certaines personnes ressentent une baisse de créativité. Aussi, une difficulté à prendre des décisions, une irritabilité, des fois même accrue, une hypersensibilité émotionnelle, aussi l'émergence des TDAH, des autistes. L'inflammation agit aussi sur la production des neurotransmetteurs, la sérotonine, la dopamine, le GABA. Ces messagers chimiques dépendent en grande partie, encore une fois, de l'intestin. Et lorsque l'intestin est inflammé, la production de ces neuromédiateurs est perturbée. L'humeur devient instable. L'anxiété augmente. La motivation chute. Et souvent, personne ne fait le lien avec son alimentation. Elle pense, c'est dans ma tête, c'est dans l'air du temps, c'est les nouvelles découvertes, de toute façon je suis trop sensible, je suis fatiguée mentalement, il m'arrive trop de problèmes. Mais en réalité, le mental est impacté par un terrain inflammatoire profond. Et tant que cette inflammation persiste, aucune technique mentale, aucune méditation, aucun effort de volonté ne peut suffire. Parce que le cerveau ne peut pas fonctionner. Il est bridé. Il ne peut pas pleinement remplir ses obligations dans un environnement inflammé. Et comprendre cela, c'est arrêter de se juger, c'est comprendre que la clarté mentale est aussi question de terrain. Et nous allons voir comment sortir de cette spirale. Et surtout, comment faire le switch vers une alimentation qui libère l'énergie, le mental et l'immunité. Faire le switch, ce n'est pas supprimer, ce n'est pas interdire. On peut rester flexible. Ce n'est pas rentrer dans la rigidité. Ce n'est pas créer une nouvelle contrainte. Faire le switch, c'est changer de logique. Pendant des années, on t'a appris à manger en fonction de règles extérieures. Des pyramides alimentaires créées essentiellement par des lobbies industriels
toutes ces recommandations générales, toutes ces modes nutritionnels aussi, ton corps, lui, fonctionne selon une logique interne, une biologie ancestrale, une logique de survie, essentiellement. Et faire le switch, c'est passer d'une alimentation moderne, mais inflammatoire, à une alimentation apaisante, dans tous les sens du terme. Passer en fait d'une alimentation excitante à une alimentation régénérante. Passer d'une alimentation de stockage à une alimentation vivante. Le corps ne demande pas à être nourri en permanence, déjà. Il demande des aliments riches qu'il reconnaît, du repos digestif, de la cohérence. Et lorsque tu arrêtes de stimuler en permanence ta digestion, tu laisses le temps au repos. Et lorsque tu simplifies ton assiette, le corps peut enfin faire ce pourquoi il est programmé. C'est-à-dire réparer, nettoyer et régénérer. Donc en fait, faire le switch, c'est accepter que moins peut être plus, quelque part. Moins de variété artificielle, moins de mélange, moins de sollicitation, mais plus de clarté, de légèreté, de stabilité, d'énergie réelle. Et c'est comprendre aussi que la majorité des éléments modernes ne sont pas neutres. Et ils sont inflammatoires. En fait, souvent, il n'y a pas de juste milieu. Quand le terrain est déjà fragilisé, faire le switch, c'est donc choisir consciemment de sortir de l'inflammation. Pas par peur, pas par dogme, mais par respect pour ton corps, tout simplement. Quand l'inflammation baisse, c'est bon. Tout revient à la normale. Le mental s'éclaircit, l'énergie revient, l'immunité se stabilise, le poids commence à se réguler. C'est bon. Les mécanismes se relancent. Pas par force, mais parce que le corps n'a plus besoin de compenser, de lutter, de s'adapter. Et ce switch n'est pas brutal, il est progressif. C'est adapté intelligemment. Et il respecte ton cycle, tes rythmes, ton terrain, ton histoire. Et surtout, il te redonne la sensation que ton corps est enfin ton allié. Pour reprendre un exemple sur la corrélation entre l'alimentation, le système digestif et le mental, l'humeur, regardez nos grands-mères,
où nos arrière-grand-mères vivaient dans des conditions quand même assez rudes. Elles avaient pour la plupart plusieurs enfants. Souvent les maris étaient absents, des fois morts. Elles faisaient la lessive à la main. Enfin bon, c'était pas, disons, commode. Et puis elles n'avaient pas le confort qu'on a aujourd'hui. Mais elles n'étaient pas en burn-out, sous antidépresseurs, avec toutes sortes de maladies chroniques à l'appel, additionnées les unes aux autres. Alors qu'aujourd'hui, un simple changement de saison nous déprime. Un divorce ou un peu trop de sollicitations et bam, on fait un burn-out. C'est quand même, alors qu'on est soi-disant, voilà, bon, dans une société de confort. C'est parce que justement, on a détruit nos systèmes digestifs. Et pour prendre un exemple, on n'a plus de sérotonine. Donc, eh bien, on n'a plus de lâcher prise, on rentre en dépression, voilà. Le cerveau est inflammé, on n'arrive plus à relativiser et voilà, c'était bon, une petite aparté hein, pour expliquer vraiment, en fait, qu'on n'est pas vraiment obligé de voir si loin à la préhistoire ou au paléolithique. Voir justement nos aïeux. Qu'est-ce qu'ils cuisinaient, comment ils bougeaient et comment ils étaient dans leur tête. Nous allons conclure sur une idée essentielle. Libérer l'énergie, le mental et l'immunité ne passe pas par plus d'efforts, mais par moins d'inflammation. Libérer l'énergie, le mental et l'immunité. Libérer ton énergie, libérer ton mental et libérer ton immunité. Et tout ça, ce n'est pas une question de faire plus. Au contraire. Ce n'est pas une question de se discipliner. Parce que ça ne tient pas dans le temps. Se restreindre, se contrôler, se forcer, se priver. Le corps permet les écarts, permet la flexibilité. En fait, c'est une question de retirer ce qui enflamme. Mais pas totalement. Parce que si tu donnes à ton corps tous les éléments pour se régénérer, les espaces pour justement se détoxifier, se nettoyer, tu peux faire des écarts. Mais quand le corps est constamment agressé par des aliments irritants, par une digestion sans repos, par des substances qu'il ne reconnaît pas, il n'a plus l'espace nécessaire pour fonctionner correctement en fait. Il survit. Il consacre toute son énergie à se défendre
Et tant que le corps se défend, il ne peut pas se régénérer. C'est trop de travail. Il ne peut pas se réparer. Tu ne récupères pas. Chaque matin, tu es plus fatigué que la veille, quoi. Tu es plus gonflé, tu es plus inflammé. Le corps, il ne peut pas optimiser, en fait. C'est pour cela que, en fait, tant de personnes font tout bien et pourtant se sentent mal. Et ce n'est pas un échec personnel. Même si on perd confiance en soi, l'estime de soi. En fait, tu as besoin de logique biologique. Et lorsque l'inflammation baisse, le corps respire. Les cellules respirent également. Le système nerveux se calme, s'apaise. Tout coule. Le vélo arrête de tourner dans la tête. Chaque situation, même à risque, ou qui pouvaient avant paraître anxieuses, sont démystifiées, désamorcées, réfléchies avec clarté. On prend du recul en fait sur les choses. L'énergie n'est plus volée par l'inflammation. Elle devient disponible pour vivre, pour penser, pour anticiper, pour créer. Très important. Pour ressentir. Le système immunitaire, libéré d'une vigilance constante, retrouve son équilibre, sa justesse. Ni trop, ni moins. Il se repose quand il peut. Il ne surréagit pas. Il n'est plus épuisé. Il est intelligent. Le poids, lui aussi, commence à se réguler. Pas parce qu'on le force. On ne fait plus le yo-yo non plus. On ne cherche pas à le contrôler. Le corps n'est plus en mode survie. Ce module n'est pas là pour t'imposer une vérité. Il est là pour te rendre ta liberté de compréhension. À partir de maintenant, tu sais que ton corps n'est pas ton ennemi. Il réagit exactement à ce qu'on lui impose.
Et quand on change ce qu'on lui impose, il change aussi. Ce savoir n'est pas là pour créer de la peur. Au contraire, il est là pour créer de la conscience. Et avec la conscience vient le pouvoir. Donc, dans le prochain module, nous allons voir comment intégrer ces principes de façon concrète, douce et durable, sans rigidité, sans extrême, sans violence. Ton corps sait, tout simplement. Et il a toujours su. Il attendait juste que tu l'écoutes vraiment, profondément. Après tout ce que tu viens d'entendre, une chose devient claire, ton corps ne te demandait pas de faire plus, ni de lutter davantage, ni d'être plus strict. Il te demandait simplement plus de vérité et moins de ce qui l'enflamme. Moins de ce qui le brouille, moins de ce qui l'épuise en silence, et plus de ce qui le respecte, plus de ce qui le nourrit profondément, vraiment. Dans ce module, on a démontré les mythes, on a retiré les couches, on a mis en lumière là où peut-être tu pensais que c'était normal d'être fatigué, normal d'être gonflé, normal de manquer de clarté. Et maintenant, tu sais que non. Alors, je t'invite à faire une pause, à laisser ton corps intégrer déjà tout ça, pas seulement avec ta tête, mais avec ton ressenti, à observer ce qui résonne, ce qui fait « Ah, ok !» ce qui commence déjà à s'apaiser. La suite arrive, elle ne sera pas dans la privation, elle ne sera pas dans le contrôle, elle ne sera pas non plus dans la peur. Elle sera dans la reconnexion, dans la nature, dans la nourriture vraie, dans ce qui soutient, structure, régénère, mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, laisse ce module se poser en toi, laisse ton système nerveux se calmer, laisse ton corps sentir qu'il est enfin compris. Je te laisse digérer tout ça et surtout, bonne dégustation!